Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 27 juillet 2021. Je suis très heureux de vous retrouver après une semaine de vacances et sans plus attendre, c'est parti. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle les rendez-vous sur Zone Bourse. Tous les matins, vous pouvez retrouver le morning meeting d'Anthony Bondin par écrit, mais également en version audio. Tous les jours, Planète Bourse, l'émission de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour un décryptage des marchés. Au sommaire de cette émission, un focus marché, les grands développements, les dernières news, un top flop macroéconomique pour mieux cerner les développements en termes de politique de banque centrale, d'inflation, de chiffres économiques. Et puis bien évidemment, dans une deuxième partie d'émission, nous passons à l'analyse graphique des principaux actifs, indices, matières premières, crypto, ainsi que vos actions préférées. Et aujourd'hui, une sélection à 99% actions françaises. Pour le focus marché, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau record historique du Nasdaq 100, du S&P 500 et même du Dow Jones. Le Dow Jones qui était neutre depuis 2-3 mois et qui a inscrit un nouveau record historique en clôture hier. Les liquidités des banques centrales sont toujours omniprésentes. La saison des résultats bat son plein. Cette semaine, nous avons 50% des entreprises américaines et 50% des entreprises européennes qui publient leurs résultats. Et les opérateurs attendent également les directives de la Fed ce mercredi. Quant à la trajectoire de l'inflation, ces fameux chiffres de l'inflation qui sont ressortis en forte hausse la semaine passée, eh bien pour l'instant les marchés y sont complètement imperméables. Le banquier central en chef, Jérôme Powell, considérant que cette inflation est transitoire, qu'elle devrait être relativement élevée cette année, mais qu'elle devrait retomber par la suite en 2022. Le CAC 40 et le DAX, les indices européens, latéralisent toujours. Période estivale oblige, peu de volume, peu de mouvement, si ce n'est des trous d'air. Je vous avais prévenu juste avant de partir, il y a à peu près 10 jours, qu'effectivement, sauf élément majeur, eh bien les marchés devraient se maintenir. Simplement, l'été, on peut avoir ce qu'on appelle des trous d'air, il y a un manque d'opérateurs, un manque de volume, et donc on peut se faire des petites frayeurs, et c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière avec un passage du CAC 40 de 6500 à 6250. On avait un petit peu peur à cause des réminiscences concernant le coronavirus, mais par la suite, les indices sont repartis à la hausse, et nous voilà de nouveau stables autour des 6650-6600 points. Le marché chinois perd pied, plombé par son pouvoir central, occupé à contenir l'aura de ses champions technologiques. Je crois qu'ici, le gouvernement a tout simplement envie de montrer qui c'est le patron. Du coup, on a assisté à 3 séances de forte baisse sur les valeurs technologiques chinoises, ainsi que sur l'ensemble de la bourse chinoise. Il faut rappeler quand même que ce marché chinois est relativement étroit et contrôlé. Avoir un peu de Chine en portefeuille est tout à fait compréhensible, mais actuellement, en tous les cas à court terme, eh bien, toutes ces valeurs sont plombées. Globalement, l'absence de vendeurs, l'inertie des marchés à moyen terme, et puis les records de bénéfices attendus ce trimestre, aux USA notamment, font le travail. Donc à moins d'un élément exogène, le marché tient bon, et les meilleurs dossiers d'ailleurs continuent leur course haussière. Les valeurs de croissance reprennent le chemin de la hausse, notamment aux États-Unis. Les GAFA, souvenez-vous, quand les taux d'intérêt, le 10 ans américain s'était tendu aux États-Unis, était passé de 1% à 1,7%, eh bien on avait le Nasdaq qui avait un petit peu toussé. Étant donné que les taux sont retombés autour de 1,30, eh bien les valeurs de croissance ont repris leur hausse. La value est de nouveau délaissée. On notera d'ailleurs que les small caps aussi
sont complètement délaissés cet été car les flux se tarissent. On a beaucoup moins de fonds qui s'y intéressent pendant l'été et puis on a aussi beaucoup moins de traders particuliers qui y engendrent de la volatilité. Le pétrole WTI, on avait vu qu'il était bloqué sous ses records de 2018, qu'il avait réalisé une belle ascension ces derniers mois. Et j'avais préconisé d'ailleurs une stratégie baissière sur le WTI ainsi que sur Total avant de partir. Le pétrole WTI a reculé de 15%, donc c'était vraiment assez violent quand même, sous son record de 2018, avant de se restabiliser au-dessus des 70 $. N'oublions pas que le pétrole WTI est un actif risqué, tout comme les indices, donc il a connu un trou d'air, et puis il a fini par se reprendre, tout comme les indices également. L'or et l'argent latéralisent, pas grand chose à dire. L'or est sous sa moyenne mobile à 200 périodes. L'argent a cassé la sienne la semaine passée. À moyen terme, on est relativement neutre. À court terme, il n'y a pas grand chose à dire. Quant au Bitcoin, dont j'avais un peu cessé le suivi ces 2 derniers mois, je suis revenu à la charge dessus la semaine passée en vacances. Mardi dernier, en fait, le Bitcoin a testé les 29 000 $. C'était la 4e fois qu'il le faisait. L'Ethereum, Cardano et d'autres cryptos ont aussi testé des niveaux mensuels. Du coup, je suis sorti de mon silence mercredi dernier sur Twitter et j'ai donné plusieurs stratégies d'achat à 30 800 $, 31 300 $, 32 800 $. J'ai accompagné la hausse parce que le Bitcoin est dans un range en fait entre 29 000 et 41 000 à peu près, 41-42 000. Et donc ici, le concept était simplement pour les traders d'acheter autour des 30-32 000 pour viser les 40 000. C'est fait, on a gagné 30%, c'est bien, c'est beau, on encaisse. Et pour les investisseurs moyen terme, puisque c'est surtout pour eux que je m'exprime, eh bien je proposais justement des achats entre 30 et 33 000 afin d'avoir une position sur le Bitcoin ou les cryptos en général et de possiblement tenir cette position et de voir si à terme on arrivait à continuer la hausse et à peut-être un jour sortir de ce range par le haut. Aucune anticipation de ma part. Si on sort par le haut, c'est bien, sinon on se maintiendra dans le range et on peut très bien revenir sur la borne basse. Voilà donc pour les grandes lignes du marché à l'heure actuelle. Cette semaine, je vous le disais, c'est une semaine de résultats. Hier, on a eu Tesla qui a publié un des bénéfices les plus importants de son histoire. Aujourd'hui, on a Microsoft, Alphabet. Demain, on va avoir du Pfizer, du McDo, du Qcom. On a vraiment de tout, du Facebook, du Boeing. Fin de semaine, on a Amazon, AstraZeneca. Donc, vous voyez, on a les grands groupes pharmaceutiques, on a les grandes sociétés Internet, on a aussi les pétrolières, bref, un grand nombre de publications qui vont rythmer les échanges. Et c'est d'ailleurs une des seules choses qui rythme les échanges actuellement. On va passer au top flop macroéconomique. Les liquidités sont toujours omniprésentes. Sur le graphique de gauche, vous voyez ici le bilan de la Banque centrale américaine qui, depuis le Covid, a littéralement explosé de 4 000 milliards à 8 200 milliards. De l'argent donc est continuellement injecté dans les marchés tous les jours, toutes les semaines. J'avais calculé qu'on avait à peu près 1 milliard de dollars qui pénétraient les marchés toutes les heures depuis le début de l'année 2021. Du coup, les GAFA qui sont déjà dans une belle tendance de long terme, alors ici il y a marqué Fengman parce qu'il y a GAFA, mais on peut aussi prendre un groupe un peu plus élargi avec Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon et Nvidia. Et donc vous voyez que le creux du Covid a été vite oublié, on est toujours dans une dynamique haussière absolument énorme. On appelle ça un méga trend. On est dans un méga trend de long terme de la digitalisation avec des sociétés qui ont ici des rentabilités extraordinaires et parfois des croissances à 2 chiffres. Bien évidemment, cette hausse est aidée par les afflux de liquidités des banques centrales et aussi des particuliers. Nous avons depuis le début de l'année 2021 autant d'argent qui est rentré dans les ETF que sur l'année 2020.
On est sur des records de liquidités entrantes sur les marchés depuis cette fameuse crise du Covid. Les opérateurs partant du principe que si on a effacé le Covid aussi facilement, eh bien il n'y a pas grand-chose qui pourrait les faire baisser à moyen terme. Bien évidemment, la dette américaine s'envole, la dette par habitant explose littéralement, mais ça, ce n'est pas le problème à court terme, ni celui des gouvernements, ce sera plutôt celui de nos petits-enfants. D'ailleurs, les gens ne vont pas se plaindre puisque vous voyez ici le bilan de la BCE qui est complètement corrélé au marché immobilier. Enfin, devrais-je dire l'inverse, c'est-à-dire que le marché immobilier, tout comme le marché action, profite de liquidités grandissantes et continue de s'apprécier. On a potentiellement des bulles sur les marchés actions, des bulles sur le marché immobilier, que ce soit au Canada, en Australie, aux États-Unis ou en Europe, mais tant que la liquidité va, eh bien, tout va. Nous avons d'ailleurs des anticipations de bénéfices records avec des croissances absolument importantes. Alors bien évidemment, c'est des croissances importantes puisqu'on a connu un gros trou d'air sur les bénéfices des entreprises en 2020 à cause du Covid. Et d'ailleurs, nous sommes dans cette fameuse reprise historique. Vous voyez ici qu'on a une hausse extrêmement forte des résultats des entreprises aux États-Unis. Nous sommes actuellement sur des records de profit, de bénéfices. Donc on est dans de l'historique, ce qui justifie justement le niveau actuel des indices boursiers qui pour la plupart sont sur des records historiques, tout comme la capitalisation boursière mondiale qui, rappelons-le, a doublé en l'espace d'une année. On assiste tout de même à un petit phénomène de normalisation en termes de macroéconomie. La normalisation, en fait, c'est un retour à la normale après 2 à 3 trimestres de croissance, de bénéfices et de macroéconomie absolument historique. Vous voyez ici à gauche l'indice IFO du climat des affaires et les anticipations données par l'IFO. Et on voit bien que les chiffres restent très élevés, mais que désormais, ils se stabilisent. On notera également une dégradation sous-jacente, mais ça, la bourse s'en fiche éperdument. Vous avez ici un graphique à droite qui vous montre la hausse ou la baisse du nombre de jobs à temps plein et à temps partiel en Allemagne. Et on voit quoi depuis 20 ans? On voit qu'on a de moins en moins d'emplois à temps plein et de plus en plus d'emplois à mi-temps, donc des emplois potentiellement plus précaires. Donc on a potentiellement autant de gens qui ont un travail, mais qui gagnent de moins en moins d'argent et qui sont de moins en moins heureux dans leur boulot. Il n'est pas étonnant que les indices européens, notamment, aient consolidé la semaine dernière, non pas parce que j'étais en vacances, mais tout simplement parce que sur la plupart d'entre eux, on était revenu sur des records datant de 2018. Vous avez ici notamment l'indice de Norvège, l'indice MSCI Allemagne, Italie et Belgique. Et vous pouvez constater que ces indices étaient revenus sur des niveaux records, des résistances majeures, ce qui explique qu'on ait eu une vague de prise de bénéfices et une sorte de stabilisation, d'autant plus que l'on était en pleine période estivale. D'autre part, on pourra noter que nous sommes dans des valorisations extrêmes, comme le note Morgan Stanley, avec des price-to-sale ratio qui dépassent aux États-Unis les niveaux de la bulle de l'an 2000. Mais bon, nous ne sommes pas sur des coquilles vides comme l'an 2000 où on avait des sociétés avec 5 salariés et pas de bénéfices qui explosaient à la hausse. On est ici devant les GAFA, qui sont des entreprises qui réalisent des bénéfices historiques avec des croissances très importantes. Donc ce genre de graphique de comparaison est tout de même à prendre avec des pincettes. Notamment parce que nous nous attendons, du moins les analystes s'attendent, à un phénomène absolument historique et jamais vu. C'est une reprise en V avec limite explosion du PIB par la suite, tellement on a injecté d'argent. Vous voyez en fait ici la progression en vert du PIB américain. Et vous voyez le niveau ici en violet qu'aurait pu avoir la progression du PIB s'il n'y avait pas eu la crise de l'an 2000 ou la crise de 2008.
Et vous voyez qu'à chaque fois, la reprise a été plus lente après la crise et qu'on a mis un peu plus de temps à récupérer la courbe qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu de crise. Ici, on est dans un phénomène absolument jamais vu. C'est qu'on a tellement relancé la locomotive économique en mettant de la nitroglycérine en plus du charbon dans la locomotive que les opérateurs s'attendent à ce que la croissance dans les trimestres à venir soit supérieure à ce qu'aurait dû être la croissance s'il n'y avait pas eu de crise. Ce qui explique donc des hausses de chiffre d'affaires records, des bénéfices records et des indices à des records. Et c'est la raison pour laquelle cette année, graphique de droite, vous pouvez voir que nous n'avons pas assisté à de replis importants. Le maximum drawdown, que vous voyez ici écrit, le drawdown en fait c'est combien de pourcents on peut perdre dans l'année en cours. Par exemple en 2008 on est allé jusqu'à moins 49%. En 2018 on était allé jusque moins 20. En 2020 on est allé jusque moins 34. Cette année le plus gros drawdown, la plus forte baisse entre un point haut et un point bas est de 4%. Et c'est tout simplement dû à tout ce que je viens de vous expliquer, à une macro florissante, à une reprise historique, à des bénéfices attendus historiques et à bien évidemment des liquidités déversées par les banquiers centraux. Simplement, nous garderons à l'esprit que on va rentrer au mois d'août, septembre, octobre dans une des périodes les moins porteuses de l'année. On pourrait donc de nouveau connaître des consolidations de 3, 4, peut-être 5% aux États-Unis. Or, on sait que quand les États-Unis toussent, l'Europe s'enrhume, et que si on perd 4-5% aux États-Unis, on pourra en perdre 6 à 8 en Europe. Donc, on restera relativement sur ses gardes et on continuera d'investir dans des sociétés qui surperforment et dans des actions qui sont dans des beaux trends haussiers, grâce notamment au trend following, une méthode qui permet de suivre les valeurs qui sont dans des plus fortes tendances haussières, et grâce à l'utilisation de sites comme Zone Bourse sur lesquels nous avons des notations sur le court terme, sur le moyen terme, sur les notes ESG qui vous permettent de savoir si vous investissez sur des sociétés de qualité ou non. Enfin, pour finir, on notera que l'indicateur de Bank of America Merrill Lynch concernant les anticipations d'inflation est dans une strong inflation. On s'attend donc à une inflation très forte. On a toujours des tensions dans certains pans des économies. On a toujours des tensions sur les livraisons à travers le monde. On a le prix des conteneurs qui s'envole. Et tout ça, à un moment, se répercute. La hausse des matières premières aussi se répercute. Donc, on a une inflation qui est très forte et une inflation qui pourrait continuer d'être très forte dans les mois à venir. Est-ce qu'elle retombera toute seule par la suite? Est-ce qu'elle est transitoire? C'est la question du moment. C'est la question à quelques milliards de dollars, si je puis dire. Enfin, un petit graphique pour vous montrer que, quand on a des gens qui sont là pour dire qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, on a beaucoup de gens qui font la queue, mais quand on a des gens qui veulent vous expliquer comment investir qualitativement, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de personnes. Tout ça pour vous dire qu'il faut vous former. Pour ma part, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu boursier, j'ai rencontré des milliers de clients individuels, et pour 2000 clients rencontrés, j'ai connu 2000 profils. Certains d'entre vous savent trader les small caps, mais ils le font avec un money management carré, avec des stops de protection, et ils savent intervenir rapidement. D'autres ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour investir sur des sociétés de qualité via des PEA et possiblement suivre les conseils, les valeurs, les portefeuilles Zone Bourse par exemple. D'autres n'ont pas envie ou n'ont pas le temps d'investir et d'être relativement dynamiques sur leur compte titre ou leur PEA et feront donc à ce moment-là, pourquoi pas, de la gestion passive par ETF. Donc à vous de vous connaître, de faire une sorte d'introspection, à vous de vous former. Je vous ai publié notamment sur Twitter quelques vidéos, quelques podcasts, et j'espère que vous en ferez bon usage. Ceux qui sont inscrits également à ma newsletter auront reçu un bel article de Adrien Picot sur le trend following. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est nicolaschéron.fr. Vous vous inscrivez, vous recevrez les 2 prochaines newsletters portant sur le trend following cet été, avant d'autres surprises à la rentrée.
Voilà, on a fini cette première partie d'émission en 20 minutes. Pas énormément de choses à dire non plus sur ces marchés. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que pour les débutants notamment, j'ai essayé d'expliquer la plupart des termes dont je viens de vous parler. On va passer à la deuxième partie d'émission, mais avant tout, bien évidemment, la pause café. Avec un petit Mozart. Allez, on reprend pour une deuxième partie. On commence par le 440. Le 440, voilà, ne fait pas grand-chose, hein. C'est un long fleuve tranquille. Autant aux États-Unis, on continue d'inscrire des records. Vous voyez ce graphique du S&P 500 et voyez à quel point ce dernier est relativement propre. On va parfois faire des vagues haussières, revenir chercher des supports, vagues haussières, revenir chercher des supports, puis on décolle. On est dans un range ici, on en sort. On était monté pendant la première partie de l'été. Et puis la baisse qu'on a eue la semaine dernière, en fait, c'était un pullback sur support avant redémarrage de la tendance. Sur le 440, c'est un peu plus neutre, hein, depuis maintenant début juin, donc ça fait un mois et demi. On est relativement neutre. Comme je vous l'ai expliqué avant de partir en vacances, on a souvent des trous d'air l'été, des petites frayeurs, des mouvements de stop qui se déclenchent, les opérateurs qui se font un peu peur, notamment à cause du Covid, ce qui est tout à fait normal. Pendant que j'étais parti en vacances, je suis parti fin de semaine, il y a 10 jours, on a commencé à baisser, on est allé chercher violemment les 6250 points, et puis par la suite, les acheteurs se sont présentés. On a toujours des marchés qui sont confiants, qui sont haussiers, donc les trous d'air de 4-5% sont mis à profit par les gérants pour garnir leur portefeuille. Donc voilà, je vous ai tracé une figure ouverte sur le graphique, figure ouverte dont on est sorti par le haut. Pour l'instant, on stabilise sous les 6600 points. Si on arrive à passer les 6600 points, bien évidemment, on pourrait retourner sur les plus hauts annuels, voire même inscrire de nouveaux records. On est toujours dans ce canal haussier de moyen long terme. La borne haute est à 6800 points, la borne basse est à 5800 points, la MM200 est à 5900-6000 points. Donc si à un moment donné on avait un élément exogène, que les marchés se faisaient vraiment une frayeur, voilà, on peut revenir chercher les supports. En cas même de débandade, de toute façon, autour des 6000 points, on aurait la moyenne mobile à 200 périodes, le seuil psychologique. Il faudrait vraiment quelque chose de cataclysmique pour casser les 5800-6000 points et sortir de ce canal haussier pour le moment. Donc globalement, un marché qui est haussier, qui est soutenu, les trous d'air sont mis à profit. Peut-être qu'on va tout simplement latéraliser encore pendant un certain temps. Vous voyez, j'ai tracé un range ici pour vous dire que ça se trouve, on va passer tout l'été là-dedans. Simplement, les meilleurs dossiers, eux, n'ont pas besoin d'un CAC haussier. Ils ont tout simplement besoin d'indices relativement stables pour continuer de grimper. Et on a les meilleures valeurs du marché qui continuent d'inscrire de nouveaux records historiques
Je vous prends par exemple Dassault, hein, qui est en littérale explosion, ou encore le luxe avec LVMH qui va très bien, ou encore Téléperformance, une des plus belles valeurs de trend following du marché français. On peut regarder ce que font les métaux, mais en fait il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est complètement neutre sur l'or maintenant depuis pratiquement un an. On vivote autour de MM200 en fonction de la politique monétaire, enfin des annonces de la Fed. Pas grand chose à dire ou à faire ici. Pareil sur l'argent, c'est très neutre, on a cassé MM200, donc il y a quand même un petit trend baissier sur les 2 mois qui viennent de passer. Sur les 6 derniers mois, c'est totalement neutre. Après, mon avis sur les métaux, c'est que si on veut en avoir en portefeuille, on le fait via des ETF ou via du tangible, de l'or physique et de l'argent physique, et en fait, on est dans des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire de grands ranges dans lesquels on peut continuer d'acheter progressivement tous les mois pour accumuler des positions de moyen long terme. C'est la même chose d'ailleurs sur les cryptos, hein, où je vous ai toujours dit que la méthode que je préconisais était la méthode DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost Average. Ça veut dire que on va acheter tous les mois que le marché monte ou que le marché baisse, parce que le but n'est pas de faire du trading, d'anticiper les mouvements haussiers ou les mouvements baissiers. Le but, c'est d'accumuler des positions sur le long terme sur des actifs dans lesquels on est confiant et de faire de la diversification de portefeuille. C'est aussi pour ça que depuis maintenant un peu plus d'un an, j'explique qu'avoir 5 à 10% de crypto dans son portefeuille est tout à fait légitime pour un investisseur dynamique. On était revenu donc sur le bas de range sur le Bitcoin. J'ai beaucoup aimé cette réaction sur les 29-30 000 dollars. Je suis passé haussier acheteur. On a touché les 40 000 dollars hier. Amazon a démenti passer au Bitcoin et accepter les paiements en Bitcoin d'ici la fin de l'année. Du coup, les cours sont retombés hier en séance. Voilà, si vous faites du trading, vous avez acheté en bas, vous vendez en haut. Si vous faites de l'investissement que vous avez acheté en bas, vous pouvez alléger un petit peu en haut, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vos stops à votre prix d'entrée et laisser courir la position en espérant qu'on latéralise et qu'à un certain moment, on arrive à sortir par le haut. Vous noterez l'importance du mid-range, c'est la moitié du range qui se trouve autour des 35 000 dollars. Tant qu'on est au-dessus, on achète potentiellement pour les traders les replis pour viser la borne haute. Si on casse, on reviendrait sur la borne basse. On peut regarder aussi le pétrole. Le pétrole, voilà, il avait atteint ses plus hauts de 2018, gros niveau. Et les marchés se souviennent très souvent des gros niveaux. Et comme de par hasard, souvent, les news sortent sur les gros niveaux. Du coup, on a perdu 15%. Et puis on s'est stabilisé, tout comme on est remonté sur les indices boursiers. On va maintenant passer aux actions. J'ai choisi des small caps baissières sur lesquelles je vous invite à faire attention et à attendre de vrais signaux. On va parler aussi de valeurs moyennes qui sont pour moi des valeurs un peu plus solides, un peu plus qualitatives et un peu mieux structurées. Et puis on va aussi parler de valeurs haussières en trend following et de valeurs qui font des GLB, les fameux Green Line Breakout. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Green Line Breakout, vraiment, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Vous allez sur YouTube, vous tapez les marchés en action émission spéciale Green Line Breakout et vous tomberez donc sur une émission que j'ai fait en février dernier. Et alors vous pouvez voir aussi que sur mes vidéos j'ai mis le timing, hein. Quand vous allez dans la description des vidéos hebdomadaires, vous pouvez voir le timing des vidéos. Et donc en allant directement à 51 minutes 40, focus sur le Green Line Breakout, et bien là vous avez tous les exemples de Green Line Breakout qu'on avait expliqué à ce moment-là. Donc je vous invite à vous mettre à jour si vous ne connaissez pas cela. Ah oui, autre article important dont je voulais vous parler avant de passer sur cette partie action. Vous allez sur Zone Bourse, sur la page principale, et dans la colonne du milieu, ici dans les analyses, vous avez financement dilutif, la machine à penny stock, avec un super article d'Anthony Bondin, un travail aussi de Roxane Nojac, sur voilà, les equity lines, les OCAPSA, les BSAR, les Ordinan, les Ornan, la liste des sociétés qui ont recours, ce que ça peut avoir comme influence,
la galaxie du marché des financements dilutifs, les sociétés qui le font, les PDG qui ont recours. Ça fait des mois et des mois que je vous dis qu'il faut éviter certaines valeurs, notamment celles où il y a des OCA, notamment celles qui cotent 10 centimes ou en dessous, notamment les Cybergun, Spineway, Safe Orthopedic et autres mini-booze. Ce sont des valeurs sur lesquelles les investisseurs particuliers se font exploser. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'y aller et de donner votre argent à ces chefs d'entreprise qui sont pour certains payés grâce à ces financements dilutifs. On commence avec Atari. Alors j'ai rien contre Atari, mais il faut savoir qu'Atari, moi je suis fan de jeux vidéo, je suis cette boîte depuis des années. Quand il y a eu la blockchain, Atari ça fait de la blockchain. Ensuite, Atari veut faire des hôtels. Il se lance un peu dans tout et n'importe quoi. Et pour l'instant, il n'y a jamais rien qui a littéralement fonctionné et fait exploser le business, hein. Donc Atari, elle a complètement tout perdu de sa hausse de mars dernier. Vous noterez qu'on est sous MM200, donc on n'est pas sur une valeur en trend following haussière à moyen terme. Vous noterez qu'on est dans une dynamique baissière depuis 3 mois avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Bien évidemment, si vous aimez ce dossier, vous aurez noté la proximité du support à 0,34, 0,35. Simplement, vous pouvez aussi voir que il y a une oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis le Covid, depuis un peu plus d'un an. Et en fait, on a rebondi sur le support des 0,34, 0,35 parce que certains ont mis à profit ce support pour des achats spéculatifs. On est monté hier, on s'est tapé la tête à 0,40, on est retombé tout aussi vite. Donc attendez un signal digne de ce nom, parce que sinon vous allez vous faire piéger sur ce genre de rebond technique. Et tant que la valeur est complètement baissière, tant qu'elle n'aura pas cassé l'oblique baissière qui passe par tous ses tops depuis plusieurs semaines, eh bien c'est baissier, dangereux, scabreux, et il n'y a rien à faire là-dessus. Ensuite, Claranova. Alors Claranova, à chaque fois que j'en parle, je me fais engueuler. Pourquoi ? Parce que je répète ce que je constate, que Claranova, depuis 3 ans, voilà, est dans une dynamique baissière de moyen-long terme. Le jour où Claranova arrivera à sortir de ce canal baissier de moyen-long terme dans lequel elle est enfermée depuis 3 ans grâce à sa belle croissance et à sa rentabilité qui s'améliore, il n'y a pas de souci, je passerai haussier, je serai très content pour tous ceux qui sont haussiers et dedans à moyen long terme. Mais force est de constater que malgré ses bonnes publications et ses bons chiffres, Claranova, depuis 3 ans, voilà, au mieux est totalement neutre, sinon est quand même baissière avec des tops de plus en plus bas. Elle est capricieuse. Me concernant, je la trouve très frustrante. Voilà. Alors oui, si vous êtes habitué à ces vagues, vous achetez les creux, vous jouez des hausses de 20% et vous sortez. Mais avouez quand même que elle est capricieuse, elle est complexe. Malgré de très très bons résultats, elle était montée ici en haut de son canal, elle a tout retracé. Ensuite, elle sort par le bas de son canal, elle casse sa MM200, puis elle se reprend. Hier, elle a explosé à la hausse. Espérons-le, elle est en train de faire un pullback sur le range dont elle vient de sortir par le haut, et puis aussi la zone basse de son ancien canal haussier. Donc on va dire que tant qu'elle est au-dessus des 7,40, on lui laisse une chance. Je ne serais pas étonné qu'elle repasse sous 7,40, qu'elle revienne sous le bas de canal, puis qu'elle tente de le réintégrer. Bref, elle est capricieuse, elle est vraiment complexe. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Donc je sais qu'il y en a qui l'adorent et qui n'aiment pas que je dis quand elle est baissière depuis 3 ans, alors que c'est factuel. Je sais qu'ils n'aiment pas quand je dis qu'elle est scabreuse, pourtant elle l'est. Je sais qu'ils n'aiment pas quand je parle de ses faux signaux, et pourtant elle en donne. Et lorsque je parle de Claranova capricieuse, baissière depuis 3 ans, etc., on m'en rétorque, bah oui, mais Navia, elle y est aussi. Ce que je trouve un peu ridicule, hein, sachant que Navia, même si effectivement, comme je l'ai dit avant de partir en vacances, c'est un peu ma déception de l'année, Navia, elle gagne toujours plus de 100% sur un an, et elle est revenue sur une zone majeure. Voilà. Et puis ce serait bien d'arrêter en fait les guéguerres de valeurs, les comparaisons. Ah bah oui, mais t'as dit que celle-là était bien, elle était pas bien. Quand je parle de Claranova, je lui veux pas de mal. Je pense juste à des débutants, à des gens qui s'intéresseraient à cette valeur, qui se diraient tiens, elle est en train de reprendre sa hausse et de donner des signaux.
Ah oui, mais le problème, c'est que des fois, elle donne un signal haussier, puis elle retrace tout, puis elle repart, puis elle retombe. Donc permettez-moi de dire que pour un investisseur de court terme ou un trader, à moins d'être expérimenté, c'est pas le genre de dossier que j'invite à trader. Et puis dans ces cas-là, certains me rétorqueront, bah oui, mais il faut faire du long terme. Bah oui, mais je suis désolé, depuis 3 ans elle est baissière, donc faire du long terme sur une valeur baissière, moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, le jour où elle cassera les 8,89 euros, je serai très heureux pour tous ceux qui font du long terme et qui seraient récompensés. Et je serai aussi objectivement obligé, avec plaisir, hein, de passer haussier dessus. Mais en attendant, permettez-moi de m'exprimer et de dire ce que j'ai envie dessus également. DBV. DBV, c'est un lecteur qui me l'a demandé, hein, sinon je ne l'aurais pas choisi. Pourquoi je ne l'aurais pas choisi? Parce que les biotech en général en France, à part Carmat, qui est une medtech qui me plaît beaucoup, eh bien les biotech c'est pas génial. Elles sont scabreuses, un coup une bonne nouvelle on prend 30%, un coup une mauvaise nouvelle on en perd 70%. Je vous rappelle hein, que DBV était passé de 25 euros à 3 euros, ensuite ça remonte à 12 euros. Alors c'est amusant quand on est dans le bon sens, mais quand on ne l'est pas et qu'on se prend moins 70, on comprend très rapidement que les biotech, c'est un peu comme les cryptos, c'est bien d'en avoir un peu de temps en temps, mais faut pas forcer non plus, sinon on peut avoir de belles grosses déceptions. Seul point positif, c'est la tenue du support des 8,50, niveau horizontal. Et puis, petit point positif supplémentaire, la MM200 qui arrive également en soutien sur cette zone de prix. DroneVolt, pareil, ça je l'aurais pas choisi pour mon émission, mais bon, un lecteur m'a proposé 3 valeurs. Dans les 3 valeurs qu'il m'a proposées, c'était 3 bouses. Donc j'ai choisi, on va dire, la moins pire, ou du moins une valeur sur laquelle j'avais quelque chose à dire. DroneVolt, c'est un peu comme Atari, vous voyez. Elle a décollé à un moment, et puis quand elle décolle et qu'elle part fort avec des volumes historiques, c'est intéressant. Mais sinon, c'est du piège à gogo. C'est des news qui sont vendues avec des ouvertures en hausse et puis des prises de bénéfices et un cours qui ne fait que baisser. Donc, après, moi, c'est pour vous, hein. Attendez des cassures franches, des sorties de range, des cassures d'obliques de moyen terme. Et puis surtout, attendez qu'il y ait des volumes. Pour l'instant, c'est complètement anémique, il ne s'y passe rien. Il vaut mieux rater les 20% premiers pourcents de hausse dans une hausse très puissante où elle peut quadrupler, et donc prendre 300-400%, plutôt que de se taper les rebonds et de se faire coincer sur une micro-cap illiquide. Après, encore une fois, je dis ça pour vous, faites ce que vous voulez. Métropole TV, le secteur donc des médias est toujours bien soutenu, TF1. On a aussi Lagardère aujourd'hui qui a publié des très bons chiffres, qui gagne plus de 10%. Métropole TV, je la trouve toujours bien, simplement elle est dans un canal de consolidation baissier. Point positif, elle tient sa zone ici des 16,50. Et pour ceux qui attendent un signal, eh bien on surverra la sortie de ce canal baissier par le haut. C'est pas sûr qu'elle le fasse, mais si elle le fait, ce sera une sortie de drapeau. Qu'est-ce qu'un drapeau? C'est une figure de consolidation baissière dans une structure haussière, c'est-à-dire qu'on a un mât du drapeau, le petit drapeau qui flotte, et le jour où on sort de ce drapeau par le haut, qu'on casse les 18 euros avec des volumes, c'est un signal de relance de la dynamique de fond qui a débuté l'année dernière, et alors on peut rentrer dessus. Il y en a certains qui attendront un test des 16,50, la MM200 arrivant en soutien pour acheter sur le bas de canal en mode agressif. Et puis il y en a d'autres qui attendront tout simplement la sortie par le haut. MDM, Maison du Monde, quand je vous parlais de valeurs moyennes qualitatives, haussières et structurées, c'était ce type de valeur-là. On monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Vous voyez qu'elle aime bien parfois faire des départs violents avec retour violent avant de redémarrer, départs violents avec retour violent avant d'éventuellement redémarrer. Certaines valeurs ont des façons de faire, c'est comme ça, et c'est des façons de faire qui se répètent, donc autant en profiter. Ici, elle tente de redémarrer fort, retour violent avant de redémarrer, donc c'est le genre de structure qu'on retrouve à plusieurs reprises et dont on peut se servir pour intervenir dessus. On a une ligne de tendance haussière, donc on est sur une belle valeur haussière de moyen terme. On est en trend following, au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc tant qu'on est au-dessus des 18 euros, c'est aussi à moyen terme.
avec ensuite la perspective de possiblement retourner sur les plus hauts. Une valeur que j'appréciais beaucoup l'année dernière, mais qui avait besoin de consolider, c'est Pharmagest. On est sous MM200, donc on a un peu quitté la notion de trend following très fortement haussier. On est plutôt dans de la latéralisation, de la digestion, si je puis dire, du mouvement haussier de l'année dernière. On est dans un range. Je vous ai déjà exprimé ma volonté en cas de trou d'air de payer le support des 84-85 euros. Pour l'instant, on n'y vient pas. Si on y vient, c'est bien. Sinon, on peut surveiller l'éventuelle sortie de ce range par le haut, une cassure des 97 euros, qui devra être confirmée en deuxième temps par une éventuelle cassure de la moyenne mobile à 200 périodes, pour pouvoir justement redémarrer la notion de trend following sur ce dossier. Ensuite, Technip FNC, pareil, un lecteur qui me pose la question, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose. Je ne peux constater que c'est une valeur en range, donc un canal horizontal de fluctuation. On a ici un beau support sur les 5,60, 5,80, testé une fois, deux fois, trois fois, qui semble réactif. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement réactif et puissant. Et puis en plus, quand elle se fait des frayeurs, elle peut aller plus bas, sur les 4,60, donc 1 euro plus bas. Donc ici, elle est dans une dynamique baissière depuis un mois et demi. S'il y avait un nouveau trou d'air, un nouveau retour sur les 4,60 et une réaction positive, on pourrait peut-être tenter un achat spéculatif sur bas de range. Après, ça dépend de votre technique. Moi, par exemple, je préfère les valeurs en trend following haussière dans des dynamiques haussières au-dessus des mêmes 200. Après, je peux tout à fait concevoir qu'on traite des ranges. Si vous intervenez dans des ranges, essayez d'intervenir sur des niveaux clés. Donc un niveau clé à 5,60, un deuxième niveau clé à 4,60. VK Valorec, ça c'est pareil, société spécialisée dans les tubes sans soudure parapétrolière. Valeur baissière, valeur qui fait des augmentations de capital. Alors oui, parfois il y a des mouvements spéculatifs haussiers dessus. Personnellement, c'est pas ma came, si je puis dire. On peut aller peut-être y voir un grand range dont on aurait testé la zone basse. Il faut casser les 8,50 pour donner un signal haussier de court terme. Ensuite, il faut casser les 9 euros pour repasser au-dessus de la MM200 et relancer les espoirs haussiers. Donc voilà, 8,50 et 9 euros en pivot clé si vous voulez faire du trading sur ce genre de dossier accidenté. Maintenant, on va passer sur des valeurs trend following et GLB qui sont toutes, comme par hasard, de belles valeurs fondamentalement parlant. Quand vous regardez notamment les notations sur Zone Bourse. On commence par Alten, qui est un rouleau compresseur haussier depuis 20 ans. Le trou du Covid est là, on l'a effacé. Et si la société post-Covid continue de croître, on pourrait donc dépasser les plus hauts historiques. On a ces derniers jours cassé ici la zone des 115-116 qui bloquait depuis un mois. On a une deuxième barrière à effacer, c'est les 119 euros. Et c'est un plus haut historique. La probabilité de gain pour un investisseur est supérieure sur un dossier haussier que la probabilité de gain sur un dossier baissier. Aussi, sur une valeur qui casse un plus haut annuel ou un plus haut historique, la probabilité que la valeur continue est plus importante pour vous. C'est la raison pour laquelle il est bien plus intéressant d'acheter du Alten et autres valeurs dont on va parler dans quelques instants que d'acheter une bonne partie des valeurs que je vous ai montrées dans la première partie. Aperam, vous l'aurez peut-être noté, c'est la seule valeur, c'est une hollandaise qui n'est pas française dans cette émission presque 100% française. Ici, c'est une valeur un peu plus cabreuse sur le long terme, vous voyez sur les 10 dernières années écoulées, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, et on s'approche ici tout simplement des plus hauts historiques. Les petits numéros sur mon graphique, c'est les signaux d'achat, on avait déjà parlé de cette valeur en fin d'année dernière. Signal d'achat ici par sortie d'un range par le haut, un grand range. Signal ensuite ici, numéro 2, par cassure de range et nouveau plus haut annuel. Signal en avril par la cassure des plus hauts de l'année et d'une sortie de range.
Ici, j'avoue que c'est pas facile. Je vous ai mis un petit panneau exclamation parce qu'effectivement, elle est revenue faire une mèche basse sous support et là, c'était pas simple à négocier. Simplement, si parfois on peut se faire avoir sur un stop qu'on a mis sous un support, ce chandelier-là du 21 juin est très significatif car la valeur a ouvert en baisse, elle a été plus bas et elle a clôturé au plus haut du jour et elle a sauvé in extremis le support en clôture. Ça, souvent, ça veut dire que c'est un point bas, un creux. Aussi, si on s'est pris le stop sur la mèche, on peut très bien re-rentrer dès le lendemain, le surlendemain, dès que ça confirme et qu'on réintègre le range. Parfois, vous savez, l'investissement boursier, c'est aussi être pugnace, se battre un petit peu. Et notamment, parfois, si on se prend un stop un peu court, eh bien, on peut re-rentrer et se battre un petit peu. Et puis, nouveau signal d'achat la semaine dernière, avec cassure des plus hauts des 3 derniers mois en clôture. Et on s'attaque, au moment où je vous parle, au plus haut historique, qu'il faudra casser également en cours de clôture pour que la hausse puisse perdurer. Ensuite, on parle d'artefacts, et le sage Pixel Market sur Twitter rappelait à plusieurs reprises que les bonnes surprises, et notamment les OPA, arrivent bizarrement beaucoup plus souvent sur des dossiers haussiers en trend following que sur des dossiers baissiers. Aussi ici, Artefact était une des plus belles valeurs de trend following du marché small caps depuis un an. Je ne sais plus combien de fois je vous en ai parlé, mais je pense que des points d'entrée, notamment ce petit point d'entrée sur les 2,70, j'en avais parlé. Ensuite, cassure de plus haut, recassure de plus haut, recassure de plus haut. Que voulez-vous que je vous dise? C'est du trend following, on tient des niveaux, on casse, signal haussier, signal haussier, signal haussier, signal haussier, et c'est pas parce que c'est déjà beaucoup monté que ça peut pas monter beaucoup plus. Et ici, c'est une fin heureuse avec une proposition de rachat à 7,8 € de mémoire. On est à 7,40. Pourquoi est-ce que l'on cote 40 centimes sous le prix de l'OPA proposé? Tout simplement parce que quand vous avez des propositions d'OPA, il y a ce qu'on appelle une prime de risque. Il y a parfois des OPA qui ne se font pas parce que la société va la refuser. Les actionnaires vont refuser d'être achetés à 7,8 € parce qu'ils veulent plus. Donc la valeur est à 7,40. Si vous n'avez pas envie d'attendre l'OPA, si vous n'avez pas envie de prendre le risque que l'OPA ne se fasse pas, vous les vendez maintenant. Et puis vous souriez parce que de toute façon vous êtes sur de très beaux gains. On a notamment gagné 35% sur la news. Donc là-dessus, vous avez été nombreux à m'écrire que vous étiez très heureux d'avoir traîné cette valeur un bon bout de temps et d'avoir une fin heureuse. Certains sortent maintenant, les autres attendront les 7,8 €, d'autres encore couperont la poire en deux, en coupant une moitié maintenant et en coupant l'autre moitié plus tard lorsque l'OPA aura été validé et le titre retiré de la cote. Ensuite, on parle de Boiron dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans mes émissions parce que Boiron elle est sur une belle ligne de tendance haussière depuis 30 ans. Boiron, elle a connu une phase haussière démentielle entre 2012 et 2015 et puis un contre-coup absolument dantesque par la suite. Et donc on a commencé à s'y intéresser ici dans la zone des 35 €. C'est notamment Raphaël Giraud qui fait de très belles interviews de PDG sur Zone Bourse qui m'en a parlé. Je vous ai fait aussi sur Zone Bourse une stratégie d'achat dessus autour des 38 € de mémoire. On va vérifier d'ailleurs. Hop. On va sur Zone Bourse. Donc on va sur Zone Bourse. On descend la page de la fiche valeur. On va sur la dernière analyse. Et l'objectif a été frôlé à 10 centimes aujourd'hui. Vous voyez, je vous l'avais donné en mars à l'achat à 38,60 € avec un objectif à 43,75 et elle a fait 43,65 ou 70 ce matin. Donc pour ce qui est de cette stratégie de trading de court terme, l'objectif est atteint. Simplement, vous voyez qu'on est ici en train d'essayer de s'échapper d'un triangle par le haut, avec des volumes modérés, mais quand même. On est sous une résistance clé, c'est la raison pour laquelle j'avais mis l'objectif de court terme à ce niveau-là. Par contre,
Vous pouvez aussi choisir de ne pas couper et de remonter votre stop de protection, sous les 41 euros par exemple. Comme ça, si la valeur retombe, vous encaissez au moins 6 ou 7%, mais si la valeur continue et casse les 44-45 euros, eh bien vous visez plus haut. Qu'est-ce qu'on pourrait viser si ça passe? Dans ces cas-là, on regarde les niveaux historiques de prix, il y a la zone des 48 et ensuite c'est carrément la zone des 55 euros. Ceux qui suivent mes émissions auront peut-être d'ailleurs reconnu la stratégie du phénix qui renaît de ses cendres, tendance baissière, tendance neutre, et possiblement naissance d'une tendance haussière, avec des cours qui repassent au-dessus des mêmes 200, et une impulsion haussière. Et maintenant, pour valider cette configuration du phénix, c'est-à-dire un gros rounding bottom de moyen long terme, il faut casser la zone des 44-45 euros. Ensuite, Eramet, on en a parlé ici. On en a parlé le mardi 22 juin, ou peut-être le mardi 29 juin, je sais plus. Bref, on était sous ou sur l'oblique en train de la casser. Je vous disais qu'il fallait casser cette oblique baissière de court terme pour relancer la dynamique de moyen terme. Ce qui me plaisait beaucoup sur Eramet, c'est qu'elle avait fait une consolidation, qu'elle était revenue à proximité des mêmes 200. Regardez ce chandelier. C'est exactement le même chandelier ici que celui du 21 juin sur Aperam. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Le 21 juin, il y avait sûrement un trou d'air sur les marchés. Du coup, on a des valeurs qui ont ouvert, qui sont fait une frayeur, qui ont clôturé en hausse et qui ont marqué un point bas. Ce genre de chandelier-là, ce qu'on appelle un marteau, c'est un chandelier théoriquement de fin de baisse. On n'est pas obligé tout de suite d'acheter, mais quand on voit que ça relance, on peut acheter. Quand on voit que ça casse l'oblique, on achète. Quand on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on peut acheter. Après, ensuite, à vous de voir. Il y a certains qui vont alléger à proximité de la résistance, puis il y en a d'autres qui vont laisser couler. Car si on casse ce range par le haut, eh bien, un nouveau potentiel haussier pourrait s'ouvrir dessus. Donc, pourquoi pas laisser les cours aller chercher les 69-70 et voir dans les jours qui viennent si on arrive à passer en force ou pas. Si ça ne passe pas, on peut alléger. Si ça passe en force, on laisse courir. Fontaine-Pajot, tendance haussière, des plus bas de plus en plus haut, une MM200 haussière, valeur trend following. À long terme, donc c'était fortement haussier jusqu'en 2018. Ensuite, c'est assez erratique. On a une sorte de anse avec tasse, donc une tasse avec anse inversée. Bon, tout ça pour dire qu'on a une grosse résistance à 100, 121 qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc si ça passe, c'est un signal haussier. Voilà. Et c'est une jolie configuration. Ensuite, Roche et Beaubois, une valeur dont on a beaucoup parlé ensemble à un moment, parce que on en a parlé ici à 20, 21, 22, parce que tout simplement, Roche et Beaubois était en passe de faire une GLB, toujours cette fameuse GLB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez l'émission Greenline Breakout si vous ne connaissez pas. Le plus haut historique qui correspondait au plus haut de l'introduction était à 23,80. On a testé ce niveau à 23,80 et on ne l'a pas passé le 8 avril dernier. Mais le fait de le tester et d'échouer dessous démontrait sa pertinence. Et laissait entendre que si par la suite on arrivait à le casser, le signal serait enfin validé. On a cassé, on a fait un pullback et on s'envole. Alors bien évidemment, une GLB ne fonctionne pas toujours comme ça, parfois on s'envole plus lentement. Mais globalement, vous l'avez vu, des GLB, il y en a pas mal en France, aux États-Unis, et quand ça marche, eh bien ça marche bien. On avait ici une zone, on l'a cassé, on le replie, et puis ensuite ça part à la hausse grâce à la très belle publication de résultats qu'on a connue récemment, et c'est ainsi que, en mettant à profit cette GLB, on pouvait gagner 20% très rapidement. Bravo à tous ceux qui sont dedans. Ensuite, showroom privé. Showroom privé, elle est en dynamique haussière à long terme. Long terme, on va prendre un peu de recul, c'est pas vraiment le cas. On est plutôt dans une recovery. Une recovery, une valeur qui donc a fait une augmentation de capital sur ses plus bas. Les dirigeants se sont renforcés sur les plus bas. Ils se sont aussi renforcés ces derniers mois autour des 3 euros, 3,40 € me semble-t-il.
La théorie du phénix, elle s'est passée ici en bas, tendance baissière, tendance neutre, sortie par le haut. Personnellement, je l'ai beaucoup suivi à partir de 0,75, 1 euro jusque 2,50 €. Je la voyais pas aller plus haut, j'avais tort. Elle est toujours bien soutenue. Elle est dans un canal haussier à faible pente, qui est ici. La zone basse est mise à profit à chaque fois, autour des 3 euros. On est pile poil sur la médiane, à 3,50-55, c'est la résistance. En plus, elle correspond à une ROB, une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Et elle publie cette semaine. Alors, on n'oubliera pas que la dernière publication a donné ça. Donc, on reste sur ses gardes et on prendra des bénéfices si c'est pas bon et que ça baisse. Mais si on arrive à casser la zone des 3,55, eh bien, on pourra viser la zone haute de canal haussier, c'est-à-dire les 4 euros les plus hauts annuels, voire les 4,15 € en extension, c'est-à-dire la borne haute de ce canal haussier. Et on termine avec Swatec, qui est en trend following, haussière à long terme, haussière à moyen terme, haussière à court terme. Encore ici la notion de savoir se battre parfois, vous voyez ici Swatec sort violemment de son range par le bas, mais au final c'est pour mieux tester MM200 et réintégrer le range. Si on est sorti ici parce qu'on s'est fait peur, on peut très bien re-rentrer ensuite dans la hausse, dans la reprise. Et puis pour ceux qui sont dessus à moyen terme, très bonne nouvelle, on a cassé les 190, 192, les plus hauts récents. Donc théoriquement, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'on est au-dessus de 180 € à moyen terme, c'est un long fleuve tranquille sur lequel on peut se laisser porter. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de vous parler de bonnes valeurs, de mauvaises valeurs, de signaux à attendre, de notions, comme par exemple le fait de se battre, de notions comme la théorie du phénix, l'importance de MM200, les chandeliers japonais comme les marteaux, l'importance d'investir sur des dossiers de qualité. J'espère que cette émission vous a plu, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que voilà, je vous souhaite le meilleur, et puis je vous retrouve sur les réseaux sociaux et mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.